Ne manquez pas cette semaine à Infocam les activités de la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud, l'agrandissement du parc industriel de Saint-Pascal, le concert bénéfice de la Fondation André Côté, le lancement de la campagne de financement de Centraide du KRTB et la deuxième édition du concours Propulse ta voix. Bienvenue à votre bulletin local et régional Infocam. Encore très heureuse d'être parmi vous pour cette nouvelle saison de votre bulletin d'information. Pour la première émission, nous faisons un retour sur les nouvelles des dernières semaines et ne manquez pas notre capsule hebdomadaire Cap sur l'entrepreneuriat. La Fondation Jeunesse de la Côte-Sud fête son 20e anniversaire cette année. Nous sommes ici à l'Hôtel Universel pour parler entre autres des différentes activités qui se dérouleront cet automne. L'automne est toujours un moment fort pour la Fondation parce qu'on tient notre souper bénéfice le 25 octobre. Cette année, on le tient à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Et on fait aussi le tirage de la loterie de l'espoir qu'on appelle. Là. On fait ça depuis 17 ans déjà. Alors, le 25 octobre, c'est le moment fort pour ces choses-là. Et aussi, cette année, on a créé un prix qu'on appelle le prix Jean Foster, qu'on remet à un adulte dans chaque MRC, un adulte qui se distingue par son implication auprès des jeunes. Alors, on a fait déjà celui de Rivière-du-Loup. La semaine prochaine, le 17, nous célébrerons quelqu'un à la Pocatière, nous honorons quelqu'un à la Pocatière, et en octobre, à Saint-Pamphile. Mais parlez-nous plus précisément du prix Jean Foster. Pourquoi remettre un prix? Bon, parce que, à venir jusqu'à maintenant, la Fondation, durant les 19 premières années, elle a supporté des organismes de jeunes. Et à chaque fois qu'on fait un événement, on pense toujours qu'il y a des gens qui organisent des activités pour les jeunes. On a décidé cette année de rendre hommage à un adulte par MRC pour motiver les adultes à être davantage près des jeunes, à les supporter, à leur permettre d'aller un petit peu plus loin à l'intérieur d'eux-mêmes pour découvrir leurs attitudes et leurs aptitudes, pour découvrir aussi leur capacité de gérer des événements, leur capacité de prendre des initiatives pour faire en sorte que ces jeunes-là soient bien prêts à gérer l'avenir dans quelques années. Et si on revient au souper bénéfice, est-ce qu'il y a quelque chose de différent qu'on va fêter cette année? Entre autres, on va tenir encore l'hommage à 5 jeunes, puis on va les amener à témoigner de leurs difficultés qu'ils ont rencontrées et comment ils s'en sont tirés. Des fois, c'est un parent, des fois, c'est un travailleur, des fois, c'est un ami jeune qui leur fait penser qu'ils sont assez importants pour qu'on s'occupe d'eux et qu'ils retournent l'image négative qu'ils ont d'eux-mêmes du côté de l'estime de soi. Alors, mais on va quand même aussi, durant le souper, donner le compte-rendu de l'activité qu'on vient de tenir, qu'on appelait le défi Everest-Saint-Pierre, qu'on a tenu le 6 septembre à Rivière-du-Loup, dans la Côte-Saint-Pierre, qui a regroupé 600 marcheurs et grimpeurs pour aider les organismes de jeunes, aider financièrement les organismes de jeunes. Alors, durant le souper, le vice-président de l'activité viendra annoncer c'est quoi la part financière de la Fondation Jeunesse Côte-Sud. Si on revient à la Loto Espoir Jeunesse, parlez-nous un peu plus. Comment ça fonctionne, ça, la Loto? Bon, à chaque année, la Fondation va auprès des concessionnaires automobiles pour avoir une soumission pour une voiture de l'année à bon prix. On va chercher le permis de loterie, on fait imprimer les billets et on va aussi sur le billet une cinquantaine de commanditaires qui offrent des choses à la population. Alors, les billets se vendent 2 $ du billet, 3 pour 5, et ce sont des organismes de jeunes qui vendent des billets, soit des clubs sportifs, des maisons de jeunes, des clubs optimistes, des activités culturelles. Alors, c'est une vingtaine d'organismes chaque année qui acceptent de vendre des billets. Alors, entre 70 et 75 % de la vente leur est retournée. Supposons qu'un organisme vend pour 3 000 $ de billets, bien, il va recevoir au moins 2 100 $. Puis, quand on a fini de tout payer, on va rajouter quelques centaines de dollars encore.
Alors, de cette façon-là, on distribue entre 35 et 40 000 $ par année à une vingtaine d'organismes de jeunes. Alors, c'est quand même un programme clé en main pour les organismes de jeunes. Ils n'ont pas de démarche à faire, ils n'ont qu'à vendre des billets et à retirer des profits. Du nouveau pour le parc industriel de la municipalité de Saint-Pascal. Lors d'une conférence de presse, le maire Rénald Bernier a annoncé une bonne nouvelle pour la région. Bien oui, ce matin, on annonce l'arrivée de 3 entreprises dans le parc industriel. Donc, 3 entreprises qui vont venir s'installer. Vous voyez derrière vous, ils ont commencé à construire Peterbilt Québec S Limité, qui est une entreprise, finalement, qui fait de la vente et concessionnaire de véhicules lourds dans le transport routier. Et puis, ça, c'est l'entreprise qui a fait, ça fait quand même 2 ans, là, qui annonce qu'ils vont s'installer. Et ce matin, c'est officiel, on l'annonce officiellement. Et puis, il y a aussi Visiroute, qui est une entreprise qui fabrique du pré-marquage pour les lignes, etc., des choses qu'on met sur les glissières, qui vient de s'installer aussi. On a acheté un terrain juste ici, aux côtés. Et puis, il y a aussi Construction et Pavage Port-Neuf Incorporé, qui est une entreprise qui se spécialise dans le bitume, comme un peu BML. Est-ce que vous savez si ces nouvelles entreprises vont engendrer plusieurs emplois? Je pense que, je crois, et puis ça a été confirmé tout à l'heure, qu'il devrait y avoir une quarantaine d'emplois là, créés pour d'ici 2015. Et puis c'est sûr qu'au niveau de Pavage Port-Neuf, bien, eux, c'est une entreprise plus saisonnière. Donc, il va y avoir peut-être une vingtaine d'emplois supplémentaires, mais saisonniers. Combien d'entreprises qui sont déjà installées dans le parc industriel? Présentement, il y a 13 terrains qui sont soit occupés ou vendus, donc une dizaine là, qui sont déjà installés. Là. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir plusieurs autres entreprises qui peuvent s'installer ici? Il reste encore de la place, tout dépendamment de l'entreprise comme telle. Si on prend l'exemple de Peterbilt, bien, c'est sûr que peut-être il reste 3-4 terrains, mais si c'est des entreprises comme Visiroute, bien, peut-être 7-8 terrains encore disponibles. Donc, ça dépend toujours de la superficie que l'entreprise a besoin. Là. La Ville a prolongé l'avenue du parc industriel en construisant une nouvelle infrastructure de 500 mètres de long pour un investissement de 750 000 $ incluant l'ingénierie. Et nous avons prolongé le réseau d'aqueducs et d'égouts sanitaires sur ce 500 mètres-là avec protection incendie. Ensuite, le drainage est par fossé en surface. Et est-ce qu'il va rester des choses à faire? Oui, il va rester la phase 2, le pavage, l'été prochain, en 2015. Pour un investissement, on parle de 550 000 $ parce que ça doit être du pavage très résistant, posé en 2 couches, parce que c'est pour du transport lourd, bien sûr, dans un parc industriel. La Fondation André Côté, qui offre son soutien aux personnes atteintes de cancer ou de maladies incurables ainsi qu'à leurs proches, offre encore une fois cette année un 7e concert bénéfice. Voici les détails avec Stéphanie Chouinard. Le concert bénéfice de la Fondation André Côté, c'est la 7e année cette année qu'on l'organise. Ça va avoir lieu samedi le 18 octobre prochain ici à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Bocatière. La formule du concert, c'est toujours la même. C'est fait avec beaucoup de délicatesse. On honore 21 personnes des 17 municipalités du Kamouraska. Et à quoi qu'on peut s'attendre comme concert? C'est un concert de chant, c'est un chœur qui vient, à chaque année, on présente un chœur différent pour nos concerts. Cette année, c'est le chœur de chambre de Rimouski qui vont être les artistes de notre concert. Et où on peut se procurer les billets? Les billets sont en vente dans différents points de vente ici dans la région. Il y a la librairie L'Option ici à la Pocatière, Accept de Saint-Pacôme, Marché Lamy de Saint-Jean-Port-Joli, au bureau de la Fondation, bien entendu, et puis auprès de tous les membres du comité organisateur du concert. Et qu'est-ce que vous allez faire avec tous les profits recueillis lors de ce concert? Les profits recueillis servent à l'organisation de tous les services de la Fondation. On a beaucoup agrandi nos services cette année. Donc, ça prend une personne pour coordonner tous les services. Ça prend des gens qui vont agir sur le terrain aussi. Donc, tout l'argent que la Fondation amasse avec toutes ses activités de financement sert à cette fin-là. Alors, pourquoi vous avez accepté la présidence d'honneur de la Fondation cette année? Écoutez, quand on nous approche pour nous demander si on accepterait la présidence d'honneur, on hésite toujours un petit peu, parce que on se dit, est-ce que j'ai les capacités ou est-ce que je peux ou peu importe. Mais on réfléchit pas trop longtemps parce que quand on regarde le travail que les gens de la Fondation font et de tout ce que fait l'équipe de bénévoles de la Fondation André Côté, on s'en pose plus de questions puis on se dit c'est la moindre des choses que de pouvoir les aider le moindrement.
Oui, Mme Chouinard vous disait que les sous amassés allaient directement sur le terrain. Donc, les nouveaux services qu'on a mis en place là, au niveau de la Fondation avec le plan stratégique en sont vraiment la preuve. En fait, il y a les ateliers d'effets papillons qui débutent au mois d'octobre, qui s'adressent aux personnes qui accompagnent des personnes atteintes de cancer et de maladies incurables, toujours, pour rester vraiment dans la mission de la Fondation. Et ces services-là sont offerts à raison de 2 ateliers par mois, un café jasette et un atelier qui est un petit peu plus formatif et informatif, où on va avoir vraiment la chance d'accueillir des ressources du milieu. Donc, je pense à un coach de vie, je pense à un nutritionniste. On a vraiment des beaux ateliers complets qui s'adressent avec chaque mois à une thématique particulière. Donc, ça a lieu les après-midi, là. C'est vraiment bien. Donc, il faut se tenir au courant pour avoir les petits détails, les petites dates et les titres des ateliers, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant là, qui va vraiment pouvoir outiller les personnes qui vivent cette problématique-là au quotidien. Puis voilà, ça s'enchaîne également toujours avec les services qui étaient déjà en place au niveau de la Fondation, le service personnage, qui reste vraiment un gros pion de notre Fondation, qui s'occupe toujours d'accompagner les personnes atteintes de cancer et de maladies incurables. Donc, une compagnie, un service d'entraide et d'écoute, et le Morpho Bleu qui poursuit ses activités aussi au niveau du deuil là, face aux personnes qui ont perdu soit des personnes atteintes de cancer ou de maladies incurables. Je pense que contrairement à avant, où on n'avait pas besoin d'autant de formation, je pense qu'aujourd'hui, c'est de quoi qui est essentiel. Parce que, justement, si tu veux réussir à gagner ta vie de ça, il faut que tu aies les connaissances. L'agriculture mène à tout. Il y a une carrière incroyable qu'on peut faire dans le secteur agricole. Et l'agriculture, toute seule, tant qu'à moi, c'est rien. Il faut parler de l'agroalimentaire. On va parler des contes et légendes de la Côte-du-Sud. Ça veut dire que c'est des choses qui se sont passées dans notre région. Puis là, aujourd'hui, ça va être la légende du diable constructeur d'église. Mais avant de commencer cette légende-là, il faut que je vous parle d'un personnage très important. Ce personnage-là, il habitait à Lillet. Alors, Lillet, c'est quand même pas si loin que ça, hein, ici, hein? Bon. Le temps d'un conte, lundi 17h, en rappel dimanche 10h. La 2e édition du concours Propulse ta voix va se passer ici, au camp musical de Saint-Alexandre, dans la salle du Haut-Pays. Encore une fois, nous allons être témoins de plusieurs belles voix du Québec. Monsieur Côté, c'est la 2e édition du concours Propulse ta voix. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de différent cette année? Bien, cette année, oui, on est à la 2e édition, mais on a annoncé officiellement qu'on venait de signer une entente de 3 ans. Fait que non seulement on va être ici cette année, et on va être ici encore pour les 2 autres prochaines années, donc les éditions 2014, 2015 et 2016. Fait qu'on va être très heureux d'avoir signé des ententes avec la direction du camp musical Saint-Alexandre, également la Caisse des Jardins des Champs et des Bois, et également la coop de Saint-Alexandre. Fait que c'est des partenaires financiers majeurs pour nous. L'événement, cette année, va avoir lieu les 1 et 2 novembre. Ça, c'est les auditions à l'aveugle. Fait que là, toute la population a été invitée à venir assister parce que vous allez découvrir des merveilleux talents. Il va y avoir 100 personnes qui vont passer ici en 2 jours, 50 le samedi et 50 le dimanche. Et de ces personnes-là qui vont être choisies, parce qu'il va y avoir des lumières qui vont s'allumer par les 4 professeurs, ils vont revenir ici 2 fins de semaine plus tard, le 14 septembre. Fait que les 4 coachs, ils vont être avec leurs 11 candidats, 11 élèves. Il va y avoir un après-midi de formation. Après ça, on a un souper de groupe avec tous les participants, avec leurs professeurs. Et la grande nouveauté, c'est que cette année, les élèves vont pouvoir écouter et entendre leur coach en prestation. Fait qu'ils vont être ici les 4 en soirée le vendredi, le 14 novembre. Fait que la population également va être invitée à venir voir les prestations de 4 artistes que vous avez connus lors des dernières éditions de Star Academy ou la première édition de La Voix. Mais justement, qui sont-ils, ces juges? C'est les professeurs, nous autres, qu'on appelle ça ici. C'est Corneliu Montano, qu'on a connu à Star Academy. Également, on a Valérie Clio de La Voix. Elle était dans l'équipe, si je me rappelle bien, avec Ariane Moffat, la première édition. Après ça, on a Étienne Coton qui a fait la grande finale de La Voix, qui était... son coach, c'était Jean-Pierre Ferland. Et c'est un gars de la région également, fait qu'on a mis une saveur locale dans l'événement. Et également, on a Julie Levac, que je ne sais pas si vous vous rappelez, une qui était aveugle d'accoucher la première année, puis l'année passée aussi, mais la première année, c'est Julie Levac, qui est là également, qui s'est rendue très loin dans La Voix également. Fait qu'on a 4 personnes d'expérience cette année qui vont être là pour coacher, pour pouvoir épauler ces artistes-là, parce qu'ils vont être 44 qui vont passer
en quart de finale le lendemain, qui se trouve être le 15 novembre. Et le 16, c'est les demi-finales et les grandes finales. Et parlez-nous des prix. Quels sont-ils? Le gagnant va se mériter une bourse de 1 000 $ de la Caisse des Jardins des Champs des Bois et également va se mériter également un enregistrement studio professionnel ici même au studio des Jardins. Fait que la personne qui va gagner va venir ici pendant une fin de semaine avec des techniciens professionnels d'ici du camp musical, pouvoir faire un démo, une maquette qu'ils vont pouvoir donner professionnelle, qu'ils vont pouvoir donner à des producteurs pour pouvoir percer encore dans le domaine davantage, se faire connaître partout. C'est dans la MRC de Rivière-du-Loup que Centraide KRTB Côte-du-Sud lance sa campagne de financement en présence des 4 présidents d'honneur. On en discute avec Sylvain Roy, directeur général. Monsieur Roy, on vient de lancer la campagne Centraide automnale, donc pour l'année 2014-2015. Quel est l'objectif régional? L'objectif régional est de 305 000 $. C'est un petit peu plus que l'an dernier. On avait fixé l'an dernier 303 000 et on avait atteint un peu plus de 298 000. Donc, c'est une petite progression réaliste, tenant compte aussi d'un contexte économique qui n'est pas des plus faciles, mais pour lequel on devrait être gagnant à la fin. Est-ce qu'on retrouve cette année dans la programmation de nouvelles activités ou de nouvelles campagnes? Bien, il y a des présidences dans toutes les MRC. Ça, c'est une nouvelle en soi. Ce sont les 4 préfets qui sont les présidents des 4 campagnes au KRTB. Et oui, chacun amène souvent sa petite couleur avec une nouvelle activité. Mais pour le moment, on fonctionne à peu près avec 7 activités sur le territoire. Mais il va probablement s'en ajouter 1 ou 2 de plus. En ce qui concerne la MRC de Kamouraska, combien d'organismes ont reçu l'aide de Centraide l'an dernier? Au Kamouraska, ce sont 12 organismes qui ont reçu 80 quelques mille. Ça fait beaucoup de chiffres en tête, là, mais un peu plus de 80 000, ce qui correspond à 92 % de la levée de fonds de l'an dernier. Et c'est à peu près le même nombre d'organismes pour les autres MRC. Rivière-du-Loup, 11 organismes, le Témiscouata, 11 aussi, et 6 dans les Basques, pour un total de 40 organismes qui aident évidemment des milliers de personnes défavorisées chez nous. Comment on fait pour cibler et choisir les organismes à qui on remet de l'argent? Bien, écoutez, ce sont des organismes qui doivent tout d'abord être charitables au sens de la loi, avoir un numéro de charité de l'Agence du revenu du Canada. Et à partir de là, bien, avoir une mission qui rejoint la mission de Centraide. Donc, il faut que ce soit des personnes très vulnérables dans diverses problématiques, au niveau de la famille, des personnes handicapées au plan physique ou au niveau de la santé mentale, les maisons du jeune. Donc, partout où il peut y avoir des familles défavorisées, des personnes défavorisées, Centraide est là. Et évidemment, il s'entoure des organismes qui viennent en aide à toutes ces problématiques-là. Et comme la campagne est quand même très courte, il faut se mettre à l'œuvre dès maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les gens de la population peuvent faire pour vous aider? Écoutez, on envoie déjà des envois postaux à toutes les entreprises des 4 MRC du KRTB. On rejoint aussi des donateurs fidèles individus via les envois postaux. Il y a toujours le site Internet sécurisé donner-à-centraide.ca. Toujours le www avant, là, mais donner-à-centraide.ca et on choisit KRTB Côte-du-Sud sur les 18 centraides possibles. C'est un site sécurisé, il n'y a aucun danger et donc c'est un bon moyen de donner. On peut organiser une collecte dans son entreprise pour permettre souvent de donner à la source. C'est une façon très facile de donner qui ne brise pas de budget et qui donne une habitude de don qui fait quand même une différence à la fin de l'année parce qu'il n'y a jamais de petits dons à Centraide. Donc, c'est un peu toutes les façons de donner, en plus les activités populaires qu'on publicise là, sur une base ponctuelle au cours de la campagne qui se déroule du début octobre jusqu'à la fin novembre environ. Et quelles sont justement ces activités à venir pour le Kamouraska? Pour le Kamouraska, il y a le cocktail dînatoire. Il y a le 5 décembre, il va y avoir le hockey de l'Impérial à Saint-Pascal. Il y a le calendrier Centraide qui est en cours de production, qui va être distribué d'ici la fin novembre. Et déjà le 5, il y a dans les Basques le porte-à-porte de l'ours Centraide, le 2 $ qui vont chercher. Et donc, ça fait le tour pour le Kamouraska. Il y a 3 activités, peut-être des quilles, là, mais c'est à confirmer là, si ça va avoir lieu cette année. J'ai la chance d'avoir devant moi les 4 préfets des MRC du KRTB, en fait. Donc, bonjour. D'abord, dites-nous vos objectifs de campagne là, dans vos localités. Bien, essentiellement, pour la MRC de Rivière-du-Loup, c'est une hausse de 11 %. Donc, on souhaite atteindre l'objectif de 50 000 $. Dans la MRC des Basques, on avait un objectif de 11 000, on passe à 15 000. C'est presque 30 % d'augmentation.
Pour la MRC de Kamouraska, c'est le même objectif que l'an passé, 90 000 $. Et nous, on a ajusté un peu pour que ce soit réaliste, un objectif de 18 000 $ pour le Témiscouata. Et à tour de rôle, qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'implication à Centraide? Bien, essentiellement, Centraide aide des organismes qui aident des personnes en besoin, en contexte de vulnérabilité. Et pour moi, ça, c'est un élément qui était très important, qui m'a motivé. Bien, je vous dirais, dans les mêmes mots, c'est le principe d'aider, je veux dire, avec un outil qui est autre que le milieu municipal qu'on connaît habituellement. Bien, nous sommes en lien là, régulièrement avec les organismes que Centraide soutient, puis je pense que c'est une belle façon pour nous là, de montrer notre soutien à ces organisations-là. Au Témiscouata, c'est la même chose. On a environ 11 organismes qui bénéficient de l'aide de Centraide et cette aide-là est reversée auprès des gens dans chacune de nos communautés. C'est essentiel et c'est pour ça qu'on veut vraiment donner du temps, mettre l'épaule à la roue pour atteindre l'objectif général, global pour la KRTB, en fait. Je vous remercie d'avoir accepté de faire cette entrevue en famille. Merci. Ça nous fait plaisir, maman. Bye-bye. Cap sur l'entrepreneuriat est notre nouvelle capsule qui vous sera présentée à toutes les semaines afin de vous faire découvrir de nouvelles entreprises créées par de jeunes entrepreneurs. Découvrez leur univers dans toutes ses facettes, de leur passion pour leur métier aux embûches qu'ils ont rencontrées. On met le cap sur l'entrepreneuriat. Mon entreprise, ça s'appelle Service linguistique MO. Alors, ce que je fais, c'est de la linguistique, donc des services, tout ce qui concerne la langue, la révision linguistique, de la traduction, de la rédaction professionnelle. J'offre des services pour tout ce qui est écrit dans leur entreprise, tout ce qui va être destiné à un public, tout ce qui va être lu. Donc, pour les entreprises, la qualité de la langue, c'est un peu leur image. Ils ont un message à passer, le message doit être clair et puis c'est vraiment sur le message qu'on doit s'attarder et non pas sur le contenant et puis sur des coquilles qui pourraient se glisser. Donc la révision linguistique, c'est de s'assurer que le contenu est impeccable pour donner une bonne image aux entreprises. Les services de rédaction professionnelle, eux, c'est de la rédaction publicitaire, faire des dépliants, des manuels d'instruction. Aussi, ça peut être de la documentation touristique. Donc, tout ce qui est écrit, qui peut nécessiter des recherches aussi. Et il y a un autre volet qui est la traduction. Alors, la traduction, c'est un petit peu ce que c'est. Je fais de la traduction de l'anglais vers le français. Puis, je travaille aussi en partenariat avec un linguiste traducteur anglophone. Donc, je peux aussi offrir des services du français vers l'anglais. J'ai décidé de me lancer en affaires parce que je voyais qu'il y avait un besoin qui était là. Il n'y avait pas beaucoup d'offres dans la région. Je ne dis pas que personne qui le fait, mais il n'y a pas énormément d'offres. Et puis, c'est un domaine qui me passionne. J'avais envie d'aller plus loin là-dedans. J'avais envie aussi de prendre ma vie, d'avoir le contrôle de ma vie, d'y donner une direction donc qui n'est pas dictée par quelqu'un d'autre, mais qui est vraiment le chemin que moi j'ai envie de prendre puis que je le fais à ma façon aussi. J'ai rencontré des difficultés, oui, c'est certain. C'est sûr que je dirais que j'ai rencontré deux gros, je dirais pas des embûches, mais plutôt des gros défis. Je veux le voir d'une façon plus positive. J'ai pas vraiment eu de difficultés comme telle. La première, c'est certain que c'est la prospection de clients. Quand on est entrepreneur, surtout comme moi, j'ai pas pignon sur rue. Je suis dans mon bureau, à la maison, au bord du lac. Donc, les gens savent pas nécessairement que j'existe. Il faut que je me fasse connaître. Ensuite, il y a un autre défi que j'ai à surmonter, c'est de combiner la vie la vie familiale, la vie de travail pour faire quand même une certaine différence parce que je travaille de la maison. Maison, c'est mon lieu familial aussi. Donc, d'être capable aussi de faire une distance entre les deux. J'ai eu beaucoup d'aide d'organismes de la région.
Alors, je suis d'abord allée au centre local d'emploi. Ensuite, ils m'ont dirigée vers le centre local de développement, le CLD du Kamouraska, où là, j'ai eu beaucoup d'aide. On m'a parlé du soutien au travail autonome aussi, qui était une option que j'envisageais. Et puis, au CLD, on m'a aussi dirigée vers le centre de formation professionnelle de l'Envolée à Montmagny, où est-ce que j'ai suivi une formation, une attestation de spécialisation professionnelle en lancement d'entreprise. Et puis, je dirais que ça, c'est vraiment le cœur de l'aide que j'ai reçue. Puis, à la fin de ce cours-là, mon plan d'affaires était prêt. Il était solide. Je me suis même retrouvée au concours québécois en entrepreneuriat. J'étais lauréate locale. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup grâce à eux que j'ai pu faire quelque chose d'aussi solide puis partir du bon pied. Si j'avais un conseil à donner aux nouveaux entrepreneurs, je dirais, premièrement, de ne pas avoir peur. Si on a confiance en ce qu'on fait, puis on sait qu'on est compétent dans ce qu'on est capable d'offrir comme produit ou comme service, faut pas avoir peur d'y aller. On a les outils qui sont là pour nous aider. Et puis, en plus d'avoir tous ces outils-là qui sont là pour nous aider, si on a cette confiance-là, puis qu'on met les efforts nécessaires, ça va bien aller. C'est le 10 septembre dernier qu'ouvrait officiellement ses portes l'atelier de conditionnement des champignons forestiers du Kamouraska. Ce lieu d'achat et de vente devient la plaque tournante du réseau d'approvisionnement et contribuera au développement du marché pour ces produits de la forêt à haute valeur commerciale. Bénéficiant de l'appui du CLD du Kamouraska, de la SADC du Kamouraska et de Bioptère et d'une collaboration avec Entre nous les paniers du Kamouraska, l'entreprise Les Bioproduits de Saint-Rita ouvre donc une succursale à Saint-Denis de la Bouteillerie. C'est ainsi que se termine votre bulletin d'information. Si vous avez des idées de reportage, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et on se dit à la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. LC Productions est fière d'être associée à cette émission. LC Productions se spécialise dans la conception et l'hébergement de sites Web. 1-877-680-5550.